m'appelle Benjamin Thomas, je travaille chez SQLI. Et l'idée, c'était que, en introduction, on dise quelques mots sur l'intelligence artificielle. On l'a dit, c'est très à la mode en ce moment. Revenir un petit peu sur pourquoi on en parle en ce moment. Et puis, l'idée, c'est qu'après, je fasse intervenir quelques experts qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, qui vont un petit peu vous détailler comment est-ce que tout ça peut être utilisé dans divers métiers qui sont proches des vôtres. Alors j'ai quelques slides, normalement dont un qui commence par quelques vieux papiers. C'est les pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Alors vous retrouvez des gens comme au milieu, c'est Marvin Minsky, qui plus tard a fondé et dirigé le labo d'intelligence artificielle du MIT. Vous retrouvez Ray Solomonoff, qui est le petit barbu tout à droite. Et M. McCarthy aussi, qui est juste à gauche, qui a fondé le labo de Stanford. Donc en gros, ils se réunissent au Dartmouth College, c'est près de Boston, je crois que c'est en 1956, donc ça fait commence à faire un petit moment, et ils se disent à ce moment-là, on va créer l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu mangé, mais en gros, on va faire des machines qui sont capables d'utiliser le langage, de faire de l'abstraction, de conceptualiser, en gros, de se comporter et de résoudre des problèmes comme des humains. On est en 56. Si vous, au slide suivant, l'optimisme est toujours de mise, même si on a perdu un petit peu de temps depuis 56. On est en 1970 et donc Marvin Minsky il dit que dans 3 à 8 ans, on aura des machines avec une intelligence générale comparable à celle de l'homme. Si vous comptez, ça fait 1978. Il y a eu un petit décalage qui s'est passé entre-temps. Donc en fait, l'intelligence artificielle, ça fait très longtemps qu'on lui prête des vertus et une arrivée imminente, et ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Parce que le slide suivante, en fait, en intelligence artificielle, on appelle ça des hivers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de printemps comme ça, où on croit qu'on va y arriver et que c'est bon, on a réussi. Et puis il y a une phase de désillusion qu'on appelle des hivers. Et voilà. Donc l'idée, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en pleine phase d'optimisme, on est au printemps, et est-ce qu'on n'a pas un hiver qui va arriver derrière. Et ce qui fait qu'on y croit vraiment plus en ce moment, c'est qu'on a les chats. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en gros, les techniques qu'on utilise aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle le deep learning, donc l'utilisation des réseaux neuronaux, la base mathématique des réseaux neuronaux, pareil, c'était développé dans les années 40-50. Ça fait des années qu'on le sait. Et aujourd'hui encore, on utilise des algorithmes qui ont été mathématiquement pensés à ce moment-là. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a de la donnée et de la puissance de calcul, et qu'on est capable du coup d'entraîner ces réseaux neuronaux pour leur faire apprendre des choses. Et si je vous ai mis des chats, c'est parce que en 2012, chez Google, c'est un premier projet qui est devenu maintenant ce qu'on appelle Google Brain, qui est en gros le centre d'intelligence artificielle de Google, qui sont quand même les meilleurs du monde dans le domaine, il faut le dire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris à une machine à reconnaître des photos de chats sur Internet. Parce que la photo de chat sur Internet est quand même une ressource quand même assez qu'on trouve assez avec profusion, on va dire. Et du coup, ils ont entraîné leurs algorithmes pour être capables d'identifier est-ce que ça c'est un chat, est-ce que ça c'est pas un chat. Et on arrive à des performances qui sont aujourd'hui extrêmement satisfaisantes. Donc, en gros, ce qu'on a en plus par rapport à l'autre fois, c'est la puissance, enfin aux autres hivers ou printemps de l'IA, c'est la donnée, la capacité de le faire. Et donc aujourd'hui, en fait, si vous regardez ça, vous utilisez tous les jours en fait de l'intelligence artificielle. Alors si vous perdez du temps au bureau et que vous lisez des sites un petit peu comme BuzzFeed, vous savez les titres qui sont genre le top 5 des choses à faire, vous ne croirez jamais quelle est la 4e, ou des choses comme ça. Vous voyez ce genre de titres qui incite fortement à cliquer. Bon, en fait, il y a du deep learning qui est fait pour trouver le titre qui va faire en sorte que vous cliquiez le plus possible dessus. Donc vous êtes victime d'intelligence artificielle quand vous cliquez sur ces liens. Même chose chez Pinterest aussi, si vous êtes un petit peu dans des projets de décoration intérieure chez vous ou pas, vous pouvez utiliser leur moteur de recherche visuelle. Vous voulez une lampe qui ressemble à ça, ou vous repérez une image dans un catalogue, et vous avez un moteur de reconnaissance d'image qui va être capable de vous trouver des choses dans des catalogues qui ressemblent à ça. Ça, c'est pareil, c'est du deep learning. Même chose chez Airbnb, vous savez, quand vous mettez votre appartement à disposition sur Airbnb, on va vous suggérer un prix. On va vous dire, tiens, t'as qu'à le faire à temps. Et parce que ça, celui-ci, c'est le deep learning. On va vous proposer ce prix-là parce qu'on sait que c'est celui qui va maximiser à la fois votre revenu, celui d'Airbnb aussi, et à la fois votre revenu et les chances que effectivement l'appartement soit allé. Donc, vous l'utilisez déjà tous les jours sans s'en rendre compte. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui. L'idée, c'est de se demander un petit peu
comment est-ce que tout ça va s'appliquer pour les choses un petit peu plus proches de nous, dans nos domaines. Donc du coup, en gros, il y a 3 familles d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance. On va détailler un peu la partie relation client. Donc comme je vous le disais, c'est l'interface. Comment est-ce que j'utilise différentes méthodes d'intelligence artificielle pour changer un petit peu la façon avec laquelle j'interagis avec mes clients. C'est là qu'on va avoir les fameux chatbots dont vous avez sûrement entendu parler. J'utilise du langage naturel pour parler avec un service et il est capable de me répondre de manière plus ou moins automatisée. Et aussi tout ce qui est reconnaissance d'image. Vous avez une startup qui s'appelle Trove, qui est une startup australienne, je crois, qui marche bien en ce moment, qui s'est lancée au Royaume-Uni aussi, où en gros vous êtes chez vous, vous vous dites tiens, le Mac qui est là, il est près du bord, il risque de tomber, je vais l'assurer avant qu'il soit trop tard. Vous prenez en photo et directement il y a reconnaissance d'image, on reconnaît ce que c'est et on va vous proposer un devis pour vous dire tiens, tu peux l'assurer. Le temps qu'il tombe, je serais peut-être mieux de le faire d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai mal posé. Donc ça c'est pour la partie un peu frontale, on va dire. Ensuite il y a la productivité, nous en tant qu'employés, en tant que salariés. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer notre productivité ou pour s'éviter des tâches qui vont être parfois fastidieuses et garder du temps pour apporter du conseil ou des choses comme ça. Donc ça va être de l'IA qui va nous aider à faire de la prise de rendez-vous, à réserver des salles de réunion, à faire des notes de frais. Donc ça, c'est des problématiques qui sont assez proches selon ce qu'on fait. Donc il y a tout un tas de cas d'usage comme ça qu'on va développer avec nos experts tout à l'heure autour de j'utilise l'IA en tant que pour améliorer ma productivité. Et puis le dernier, enfin peut-être le plus important et peut-être le plus lointain, sur le métier d'assureur lui-même. Vous imaginez bien que si on commence à avoir des rues remplies de véhicules autonomes, tout ce qui concerne l'assurance automobile risque d'être un tout petit peu bouleversé. Je n'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu plus les détails là-dedans. Ça vaut aussi pour la santé. Tout ce qui est radiologie notamment, hein, vu les progrès de l'intelligence artificielle, on est sur des prédictions en gros en 2030-2035, on peut diminuer drastiquement le nombre de radiologues tout en ayant des diagnostics de meilleure qualité. Donc tout ça, vous en avez entendu parler. L'idée, c'est d'aller creuser un petit peu tout ça, sans oublier non plus les questions éthiques. Parce que tout ça, on commence à voir monter aujourd'hui un petit peu une contestation, à la fois sociale dans les entreprises, sur, vous avez peut-être entendu parler, toutes ces histoires de l'IA qui détruit des emplois et autres. Donc l'idée, ça va être de se demander ici, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces technos-là, non pas pour remplacer des gens, mais surtout pour donc soit améliorer l'expérience utilisateur ou améliorer la productivité des gens qui sont là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va, je vais faire venir mes experts sur scène, s'ils veulent bien. Donc Emmanuel, Christophe, Guillaume, Hicham, tu viens aussi? Et Hicham qui s'est caché derrière l'arbre. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on poursuive un petit peu la discussion autour de ces thèmes-là. Et donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais laisser chacun des intervenants se présenter un petit peu. Et puis on va interagir. Et puis peut-être on aura un petit peu de temps pour prendre des questions aussi de votre côté. Donc je suis Guillaume Piard, le fondateur de Nalo, qui est un service de conseil et de gestion de patrimoine financier automatisé pour les particuliers. Petite histoire très brève, moi j'ai un ami John qui a la tête plutôt bien faite. Il est physicien à l'Institut de géophysique du Globe de Paris. Il a une petite fille qui s'appelle Velia, et quand il va voir son conseiller bancaire, on lui suggère de lui ouvrir une assurance vie pour préparer l'avenir de sa jeune fille quand elle sera étudiante. Tout ça, c'est très bien. Sauf qu'on lui propose de mettre tout ça dans du fonds euro, alors que l'horizon d'investissement est plutôt de 20 ans. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que John mérite un meilleur conseil. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, ça n'est pas possible de tenir la promesse d'un conseil individuel et d'un suivi permanent dans ce type de réseau, puisque il faut former les équipes, il faut des produits qui soient flexibles, et tout ça, c'est compliqué. Donc Nalo est là pour répondre à cette question-là. Les Français ont du mal à investir. Quand on fait une véritable étude de marché sur les points de friction, il y en a 5. C'est tout d'abord le sentiment d'avoir un manque de temps, d'avoir un manque de culture financière ou d'expérience, un problème de confiance dans le système financier, notamment depuis 2008, c'est le slide suivant, et un sentiment général d'une mauvaise qualité de service, que ce soit sur Internet, en physique ou autre. Le coût financier aussi, tout ça c'est très compliqué, il y a beaucoup de couches de frais, on ne sait pas trop s'y retrouver, mais John a fini par ne pas souscrire parce que sa conseillère était incapable de lui dire exactement combien ça allait lui coûter. Là, je ne vous apprends rien, ce sont les taux de rendement de produits à capital garanti, du livret A, du fonds euro. En 2000, ça marchait. Moi, à 5,5, j'achète. En 2016, 2017, maintenant, ça ne marche plus. Le client, il faut lui trouver des solutions de rendement, mais il ne sait pas prendre de risques, il n'est pas accompagné. Comment fait-on? Donc j'en viens à Nalo, qui est une solution technologique pour répondre à ces points de friction.
Très simplement, on peut parler de 3 séries d'algorithmes différents. On a des algorithmes de conseil, où on va vraiment essayer de tenir cette promesse de conseil individuel en fonction d'un profil de client. Ensuite, on a des algorithmes d'investissement qui vont gérer, qui vont mettre en place des solutions d'investissement en fonction de ce conseil. Et le client reste maître à bord, mais j'ai envie de dire qu'on a des algorithmes de suivi. Donc on a vraiment un suivi permanent et précis en fonction de ce qui a été défini. Je pense que d'un point de vue technique, ce qui nous définit le plus, on fait du multiprojet. Si vous prenez une assurance vie aujourd'hui, typiquement, le jeu consiste à classer un client dans une case de risque de 1 à 10, ce qui n'a en réalité aucune corrélation entre la façon d'investir et ses objectifs de vie, ses projets financiers. Nous, on est en train de développer une technologie avec Generali aujourd'hui où un contrat contient autant de projets financiers qu'on veut et autant d'allocations d'actifs. Un projet financier, si c'est un achat de maison ou un complément retraite, va correspondre à une allocation d'actifs qui va évoluer dans le temps. Donc on gère le risque dans le temps, histoire de maximiser la probabilité d'atterrir de façon optimale sur la réalisation de son projet. Et c'est l'agrégat de ces allocations d'actifs qui vont constituer un profil utilisateur. Et encore une fois, tout ça est à base d'algorithmes, histoire d'automatiser au maximum les processus opérationnels. Et dans un cadre éventuellement de réseau, justement, de pouvoir faire de la vente augmentée grâce à ces informations. Merci, j'étais peut-être un peu long. C'est parfait. Donc, je passe la parole à Emmanuel. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Emmanuel Auriol, je travaille pour la société IBM. Donc, je suis très fier aujourd'hui d'être invité et de pouvoir parler, échanger avec des startups qui sont spécialisées dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, on est très fiers. Et pour répondre un peu à cet esprit d'innovation, de création qui est porté par les startups, IBM a créé au son sein une entité qui s'appelle Collective Solution Group, qui porte toutes les solutions autour de Watson. En quelques minutes, je vais me permettre de vous présenter donc la solution Watson d'IBM qui intègre l'ensemble des compétences cognitives d'IBM. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ère cognitive? C'est d'utiliser du langage naturel pour pouvoir créer un nouveau mode d'interaction entre un utilisateur et l'informatique. C'est aujourd'hui la promesse. Et pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de capacités qui sont basées sur des technologies de deep learning, de machines apprenantes, de compréhension du texte, voilà. Donc un certain nombre de services qui sont essentiels pour créer cette nouvelle relation entre l'homme et la machine. On est rentré dans la 4e révolution industrielle. Donc aujourd'hui, il faut être conscient que l'intelligence artificielle est en train de se répandre dans le grand public, mais elle est aussi en train d'être utilisée de façon très importante et de plus en plus importante par des entreprises. Il y a des secteurs d'activité qui se prêtent plus à l'utilisation et à la valeur que peut apporter l'intelligence artificielle, le secteur financier, entre autres, et le secteur de l'assurance en est un. Donc, quelles sont aujourd'hui les capacités qui sont nécessaires pour mettre en place un système cognitif? On les regroupe autour de 4 sujets. Donc, le premier sujet, c'est tout ce qui concerne donc, la compréhension du texte, du langage naturel, la compréhension de la parole, la compréhension des images, et de savoir interpréter à travers un raisonnement ces informations par rapport à un traitement qu'on souhaite réaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Watson? Ce sont ces 3 points. Le premier point, c'est tout ce qui concerne donc la compréhension du langage naturel, comme je vous l'avais dit. Le deuxième point, c'est de pouvoir démarrer à partir du moment où on a compris quelle était l'intention, quelle était la demande du client, de pouvoir démarrer un raisonnement et de pouvoir aussi utiliser une intelligence qu'on appelle aujourd'hui une intelligence probabilistique qui permet de scorer quelle est la meilleure réponse à apporter à la demande du client. Et le troisième point, c'est tout ce qui concerne donc l'adaptation et l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à utiliser ce type de technologie, cette technologie apprend à votre contact. Et elle devient de plus en plus performante dans le traitement des demandes. Donc voilà les 3 points principaux. Pour ce qui nous concerne, donc, on a une approche sectorielle. On essaie de répondre à des cas d'usage qui sont ceux de votre quotidien ou qui sont ceux de vos clients. Donc on les regroupe autour de 4 domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui concerne l'engagement client. Donc, comment aujourd'hui créer une nouvelle interaction, une nouvelle relation avec les clients. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne donc la découverte. Donc, comment découvrir dans les données que vous avez et que vous n'exploitez peut-être pas suffisamment l'information qui est utile pour répondre soit à un client ou pour répondre soit à un gestionnaire. Le deuxième aspect, c'est
décider, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris quelle était l'intention exprimée par le client, c'est traiter cette demande. Donc ça peut être utile ou ça peut nécessiter de combiner des services cognitifs autour de la compréhension du langage naturel avec des services analytiques pour pouvoir, par exemple, calculer un score d'appétence ou pouvoir, par exemple, calculer une exposition à un risque qui va faire ensuite l'objet d'un traitement informatique. Et le quatrième point, c'est tout ce qui concerne donc l'exploration. Comment aujourd'hui créer des vues à 360 degrés qui vont nous permettre d'avoir l'ensemble des informations qui sont utiles dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc là, on vous présente donc un cas d'usage. Donc c'est aujourd'hui comment nous comprenons le langage naturel. Donc on a développé des applications qui sont utilisées par des clients et qui vont nous permettre de pouvoir traiter le langage naturel, donc de pouvoir comprendre ce qui est dit en utilisant des techniques de type Deep QA. Donc comprendre la question et proposer une réponse adaptée. C'est être aussi capable de pouvoir, à partir du moment où on a identifié l'intention, de pouvoir identifier les différentes façons que nous avons d'exprimer une demande. C'est facile à dire, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et donc, par exemple, si vous allez sur votre moteur de recherche préféré et que vous faites une requête du type « montrez-moi tous les éléphants qui ne sont pas de couleur » ou tous les chats qui ne sont pas de couleur noire, vous allez avoir un certain nombre de photos de chats qui vont vous être remontées, mais vous aurez des chats de tous les pelages et de toutes les couleurs. Donc prendre en considération le fait de la négation de ne pas remonter des informations de chats qui ne sont pas de couleur noire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que votre moteur de recherche préféré aujourd'hui n'intègre pas. Christophe Clos, je représente la société Devi. Devi est une société qui est spécialisée dans la création, le développement, le déploiement d'agents conversationnels, qu'on appelle aussi les fameux chatbots. Devi a développé une technologie qui est basée, une plateforme de technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle et sur des services cognitifs qui va permettre de comprendre le langage et les expressions des humains pour pouvoir être capable de mettre un sens et un contexte sur une demande. Voilà, en gros, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure aussi chez IBM. Voilà, Emmanuel, pardon, merci. Et effectivement, cette technologie, en fait, elle va nous servir, on va dire, à comprendre un contexte et une demande pour pouvoir apporter une réponse personnalisée et contextualisée à un utilisateur. Alors, au-delà de la complexité, effectivement, de comprendre le sens du langage naturel, de lever les ambiguïtés qu'il peut y avoir dans une requête, on développe aujourd'hui, dans différents domaines, effectivement, ces chatbots qui vont pouvoir aider vos utilisateurs, vos interlocuteurs à comprendre et à avoir une réponse rapidement. Pour prendre un petit cas d'usage rapidement, on a commencé à travailler en 2012, donc ça fait déjà bientôt 5 ans, avec un assureur, la GMF, pour ne pas le citer, plus particulièrement la branche vie, puisqu'ils proposent des contrats d'assurance vie et d'assurance décès. Ils se sont rendus compte que leurs clients, les clients de manière générale, le grand public, avaient du mal à comprendre cette différence entre l'assurance vie, l'assurance décès, les intérêts, les objectifs de chacun de ces contrats. Donc on a mis en place un agent conversationnel qui est disponible sur leur site, auquel ils peuvent poser des questions et qui va apporter des réponses déjà au moins de premier niveau sur les différents types de contrats, les différents types d'assurances qui peuvent être proposés. Et cet agent conversationnel va aussi, grâce à un moteur de recommandation, être capable, en fonction du contexte et de la situation de chaque utilisateur, d'aller recommander le contrat qui est le plus approprié. Donc l'idée, c'est ici d'accompagner en ligne, dans un premier temps, les clients ou futurs clients, en l'occurrence de l'assureur, pour déjà identifier s'il y a des offres qui peuvent correspondre à ses besoins, lui permettre de lui donner un maximum d'informations pour comprendre le domaine dans lequel il va investir, pour après, effectivement, se rendre en agence, par exemple, pour pouvoir discuter là, avec un conseiller bien réel et être armé déjà des informations et des éléments nécessaires pour pouvoir étudier une demande. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Hicham. Je suis le cofondateur de la société Smartly.ai, donc qui existe depuis 5 ans. Et qui est spécialisé, un peu comme Devi, dans la mise en place de solutions pour des développeurs et des entreprises d'IA conversationnelle.
En fait, on en parle pas mal aujourd'hui, mais il y a différents types d'IA. L'IA qui va permettre à la voiture de se conduire toute seule, l'IA qui va détecter des objets dans des images, l'IA qui va détecter des spams dans votre boîte email. Bien, l'IA conversationnelle, c'est effectivement ce qui va permettre de faciliter le dialogue entre un humain et une machine. Et c'est, croyez-moi, un large challenge. Donc, notre spécificité en fait dans cet écosystème qui est bouillonnant et foisonnant, c'est le vocal. En fait, depuis le début, on a commencé à travailler en particulier dans le secteur automobile sur un peu mettre en place K2000 en fait. Donc, comment faire en sorte que le conducteur ne joue pas avec son téléphone lorsqu'il conduit, mais plutôt qu'il se concentre sur ce qui se passe sur la route et qu'il puisse faire des demandes vocales à son véhicule. Il y a pas mal de use cases qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure quand on parlera de la partie use case sur K2000, c'est très bien comme use case. L'assureur connecté. Mais voilà, donc là, juste pour terminer là-dessus, on a une vague d'objets qui commence à arriver. Donc déployé par Amazon, par les GAFA principalement. Donc on a Amazon Alexa, peut-être vous avez entendu parler de cette enceinte connectée qu'on met chez soi. C'est un objet connecté, c'est une enceinte connectée, donc qui est toujours allumée et qui va se réveiller sur un mot qui est en fait tout simplement le prénom de cette intelligence artificielle qui est Alexa. Donc là typiquement... En gros, vous la mettez dans votre cuisine. Voilà. Ou dans votre salon, et voilà. Vous pouvez lui parler, lui demander des choses. Voilà, Alexa, mets-moi du jazz, Alexa, commande-moi une pizza. Pour info, c'est dans 5 millions de foyers américains aujourd'hui. Il y a 120 millions de foyers aux États-Unis, donc c'est genre 3-4% de part de marché. Ça devrait sortir en France bientôt. Tu as des informations? Pas encore. Amazon sont très secrets, mais dans les prochains mois, peut-être. Ouais. Donc là, Google a sorti un produit similaire, et Siri, probablement... Samsung aussi vont se positionner, peut-être IBM un jour. Dans quelques temps, bien sûr. Donc, il y a aujourd'hui un projet qui s'appelle le projet Intu, dans lequel aujourd'hui on couple avec des objets, des bracelets connectés, la technologie Watson. Voilà. Et on s'appuie sur les expériences ou le savoir-faire qu'on a pu développer avec SoftBank et le robot Pepper. Il est en train de se passer un phénomène, un peu ce qui s'est passé au début de l'ère du mobile, où toutes les marques, toutes les entreprises, tous les développeurs veulent être présents, veulent proposer leurs services. Et merci. et du coup, nous, on propose une solution pour les développeurs, en fait, mais pas que pour les développeurs. Je pense qu'elle est tellement simple que vous pourriez en faire bon usage dans le cadre de ce challenge. Et on vous ouvrira des comptes. On a une bêta privée qui est disponible et on peut vous la mettre à disposition. Elle est très simple à prendre en main et vous permettre vous-même de créer des applications vocales autour de ces use cases-là. Ok, bon, on a fini un peu le premier tour de table. Alors j'ai envie de peut-être lancer un peu le débat. On a vu un peu le boom de l'intelligence artificielle. Mais toi, Christophe, tu nous dis que tu es là-dedans depuis un moment. Effectivement, nous, on a commencé par les agents conversationnels en 2000. Donc, ça fait bientôt 17 ans. Donc, l'agent conversationnel, vous savez, c'est le petit personnage qui était sur tous les sites, mais qui était malheureusement pas souvent très intelligent et qui paraissait comme un gadget. Au départ, c'était des technologies de Microsoft qui étaient utilisées. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait que ce personnage ne soit pas simplement ludique, mais qu'il apporte un véritable service. Donc, on a travaillé pendant de nombreuses années. On a essayé de collaborer avec des entreprises françaises qui développaient des briques conversationnelles. Et puis, on n'a pas trouvé, j'allais dire, notre bonheur. Donc, dans les années 2010, on a lancé notre propre service de recherche et développement pour développer une technologie qui est aujourd'hui brevetée et en fait qui est une plateforme. Alors, vous me dites si je dis des gros mots, mais en web service, donc qui est disponible dans le cloud, donc on peut connecter sur l'ensemble des objets que l'on veut, que ce soit un site internet, que ce soit un objet connecté, une borne interactive, un hologramme, etc., etc., et qui va en fait embarquer, qui va garder un petit peu l'essence même, l'histoire de Davy, qui est l'agent conversationnel, donc qui va embarquer une brique qui va permettre d'animer une représentation, on va dire, humanisée de ce bot, qui va permettre, et ça c'est un élément important, qui va permettre de traiter toute la partie émotionnelle de la communication, les expressions, les émotions,
de traiter toute la partie non verbale du langage, et une deuxième brique, effectivement une brique d'intelligence artificielle qui va être capable de comprendre le sens d'une requête posée en langage naturel. Donc ça fait effectivement 16 ans qu'on existe, mais on a pendant longtemps travaillé sur la partie incarnée, la partie non verbale, et depuis 7 ans maintenant sur la partie non verbale. On a été très longtemps très peu de Français, on était 3-4 Français sur le marché. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie, et là aujourd'hui on est énormément nombreux. Mais avec ouais, bah, la pédagogie est faite. Alors, comme le disait Hicham tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'en fait, l'IA, c'est un grand domaine. Il y a beaucoup de sous-domaines, il y a beaucoup de branches, et encore aujourd'hui, beaucoup de technologies. Et toute la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir faire le tri pour trouver la technologie qui est la plus appropriée pour répondre aux besoins. Parce qu'en fait, la technologie, on s'en fiche du moment qu'elle rend le service et qu'elle apporte quelque chose à l'utilisateur, par exemple. Alors, tu parlais des canaux. Peut-être question, alors après, celui qui voudra répondre. On parle beaucoup aussi en ce moment de le fait que les jeunes passent énormément de temps sur les applications de messagerie et que du coup, je vais réfléchir à déporter tout ou partie de ma relation client sur ces canaux-là. C'est-à-dire d'aller sur Messenger et autres. Est-ce que pour le domaine qui est le nôtre aujourd'hui, donc l'assurance et les services financiers en général, est-ce que c'est un canal comme Messenger ou autre, ça va être un canal qui est adapté ou pas du tout? Ça peut être une solution. En l'occurrence, quand on regarde notre cible, nous, on n'est pas sur une cible nécessairement jeune. En réalité, moi, mes parents, ils ont un iPad, ils sont très heureux avec, ils sont autant connectés que des jeunes. La différence, c'est que les personnes un peu plus âgées ont un patrimoine plus important, donc pour nous, c'est plus intéressant d'un point de vue rentabilité. Le jeune a 2 problèmes, c'est qu'il est, en réalité... Il est pauvre. Enfin, je caricature un peu, mais le jeune, il passe son temps en boîte de nuit à boire des bières. C'est ses parents qui lui ont ouvert son livret A, il ne sait pas ce que c'est que l'épargne. Donc, d'un point de vue financier, il est difficile à convertir en tant que client, puisque son éducation est faible, son éducation financière. Et quand bien même on arriverait à le convertir, ben, il n'est pas rentable. Donc, pour une start-up, c'est difficile. Après, évidemment, notre souhait, c'est de servir tout le monde. Donc, ma première priorité ne serait peut-être pas d'être sur ces canaux-là, mais tout à fait. Ça a été dit tout à l'heure, la technologie elle doit être invisible. Ce qui compte en réalité, même quand on parle d'intelligence artificielle, ce sont les interfaces. Et on est collectivement en train de transformer une expérience utilisateur et des parcours clients. Donc l'intelligence artificielle est là pour rendre toute la machinerie derrière en fait fluide et invisible. Donc après, sur les réseaux sociaux, nous, ça nous intéresse beaucoup, mais pas nécessairement en tant qu'interface, mais en tant que mine d'informations, justement pour faire du big data et de l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, on a des mécanismes qui pourraient être relativement simples ou mécaniques, mais au niveau du profilage client. Mais moi, demain, le profil de risque, j'ai envie de l'établir en fonction du comportement des clients sur leurs réseaux sociaux. On peut faire de l'analyse sémantique d'email, on peut faire de l'analyse sémantique de posts sur Facebook pour, de façon beaucoup plus scientifique et précise et évolutive dans le temps aussi, c'est ça qui compte, faire du profilage de risque. En fait, la réponse, elle n'est pas forcément sur le Messenger, sur l'outil. En fait, il faut être là où vos clients sont. On est sur une population plus jeune qui va être sur les réseaux sociaux, sur les messageries. Il faudra être présent sur ce type de canal. Si ça va être sur des lieux physiques, ça sera peut-être sur d'autres types de supports. Il faut être là où vos clients sont. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que le conversationnel et le langage naturel va permettre en fait de fluidifier cet échange avec vos clients et de capter et d'enrichir la connaissance de ces clients par rapport aux requêtes et aux demandes qu'ils vont poser. Quand vous êtes dans une fac, quand un de vos clients va utiliser une fac, il y a des questions qui sont préformatées avec des réponses qui sont préformatées. Fac, FAQ. FAQ, oui, pardon. Qui sont préformatées, donc c'est compliqué pour lui d'aller trouver la réponse, ou alors il faut les farfouiller, c'est un peu compliqué. L'avantage du conversationnel, c'est qu'il va pouvoir accéder, lui, plus facilement à la réponse qui va lui être éventuellement personnalisée, contextualisée, mais aussi pour vous de capter aussi les sujets qui l'intéressent et qu'il souhaite traiter pour pouvoir lui proposer des services qui correspondent aussi à ses besoins. Donc que ce soit encore une fois le canal chat sur Messenger, que ce soit sur des sites web, que ce soit sur des applications, peu importe, il faut que vous soyez là. Oui, exactement, vocal. Il faut effectivement que vous soyez là où vos clients sont.
on développe aujourd'hui un certain nombre d'applications. Donc, des agents conversationnels sont importants, mais aussi de montrer la capacité que nous avons de les combiner avec des plateformes téléphoniques qui gèrent une relation plus humaine avec le client. Et comment aujourd'hui on peut remonter le contexte d'une demande qui a été traitée partiellement par un agent conversationnel vers un conseiller qui va la traiter dans sa globalité. Et il pourra aussi utiliser tout ou partie des informations métiers qu'on aurait intégrées dans l'agent conversationnel pour pouvoir répondre à des questions qui peuvent être liées à l'utilisation de l'outil, à la procédure qu'il va devoir suivre, ce genre voire au produit sur lequel il est en train de travailler. Donc je pense que ça aussi, c'est le challenge qui nous est offert, c'est utiliser cette technologie pour améliorer le quotidien des collaborateurs. En gros, un chatbot, soit vous lui tapez au texte, soit vous lui parlez vocalement, comme on l'a expliqué. Est-ce que c'est l'interaction vocale, ça a des choses spécifiques? Est-ce que tu peux nous les décrire? Effectivement, parmi les différents canaux qui existent, il y a le canal texte, mais il y a aussi le canal voix. Aujourd'hui, on va la trouver de plus en plus dans la maison. Et on peut très bien imaginer un utilisateur qui constate un dégât des eaux, par exemple, et qui, en premier niveau, va s'adresser à son assistant pour avoir un petit peu les démarches. On peut aussi très bien imaginer que dans le véhicule, parce que la notion IoT est importante à coupler à l'IA, en fait, ça démultiplie tout. Si on reste sur les appareils qu'on utilise déjà tous les jours, le smartphone et l'ordinateur, on limite un petit peu le champ des possibles et je pense que dans ce challenge, ça peut être pertinent de rester ouvert. Et donc à la maison, je pense qu'il y a pas mal de use cases et les challenges, pour répondre précisément à ta question, donc il va y en avoir plusieurs. Déjà, c'est que sur un assistant vocal, en fait, on n'a pas d'écran par définition puisque c'est juste une enceinte avec des micros. Donc comment faire passer de l'information et de manière efficace sans aucun affichage, sans aucun moyen d'affichage. Donc là, il y a des techniques, il y a du design. En fait, c'est un art et une science en fait, de créer une application vocale. Et c'est un domaine qui est nouveau et qui commence à être enseigné dans certaines formations. Donc là, il va falloir être concis. Il est hors de question de lire un message de 4000 caractères, parce que la personne va s'endormir ou va oublier le début. Et parfois, on a des voix qui sont assez monotones. Donc, le troisième challenge aussi, c'est aussi d'essayer de détecter les émotions dans la voix. Ça peut être pertinent de savoir quand un client est très en colère ou quand il est détendu. Derrière, on peut adapter le traitement en fonction de la gravité de la requête. Et enfin, là, c'est plus une porte ouverte qu'un challenge. C'est en fait l'audio, c'est un média en fait qui peut véhiculer plein de choses en réalité. C'est-à-dire on peut mixer des jingles, on peut mettre une musique de fond dans la voix, on peut utiliser ce que nous, chez Smartly, on appelle des emojis vocaux. Donc en fait, ça va être la capacité de faire rire en fait l'assistant ou de lui faire exprimer de la tristesse ou de faire un klaxon ou de faire un crash ou de faire des applaudissements. Donc en fait, il y a toute une nouvelle dimension en fait dans ce média audio qui est très pertinente et qui est passionnante et avec laquelle on peut jouer et pour créer des nouvelles expériences. On a cherché à faire du lean et donc à intégrer directement dans les équipes un maximum de compétences, dont du design, du développement web, de la recherche financière, etc. Et on a, alors aujourd'hui c'est moi, mais on a chez nous, notre designeuse est une femme, on a un développeur web femme qui nous rejoint en février. Donc c'est une veille permanente et justement pour ce que vous venez de dire, puisque nos clients sont de tous les genres et notre quête est d'assurer le meilleur service. Et un service adapté et de comprendre au mieux nos clients. Et ça passe forcément par des équipes qui soient mixtes, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on peut aussi envisager en termes de services aux personnes, aux handicapés, enfin à différentes minorités qui ne sont pas aujourd'hui en capacité intellectuelle, j'allais dire, à pouvoir répondre de manière responsable face à ces sollicitations? Le vocal, en fait, va permettre à des personnes qui sont malvoyantes, par exemple, ou qui n'ont pas la capacité de manipuler physiquement un écran tactile ou un ordinateur, d'avoir une activité digitale et même de contrôler leur environnement. On peut imaginer qu'elles vont contrôler le thermostat, la température, qu'elles vont pouvoir
commander des objets ou des services ou faire appeler quelqu'un. Donc un exemple concret en fait sur Alexa, pour les citer. En fait, aujourd'hui, on peut demander à Alexa de nous aider à mieux nous médicamenter quand on a un programme particulier. Et il existe une application, par exemple, pour les gens qui sont malades du cancer, pour les rappeler, en fait, pour les aider à bien suivre leur traitement. Donc, en fait, c'est vraiment aux développeurs, c'est vraiment à nous, à vous, aux gens qui sont créatifs et qui ont envie d'apporter des nouveaux services, de les créer, mais technologiquement, tout est possible. Je vais donner la parole pour le mot de la fin à Jean-Luc François. Je voulais vous remercier d'avoir partagé ces innovations avec nous et puis de nous avoir aussi un peu éclairés et nous avoir aidés à essayer de mieux comprendre. Parce que finalement, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation, c'est-à-dire que on touche un peu du doigt, parfois de manière d'ailleurs totalement passive et sans s'en rendre compte, ce genre d'innovation. En revanche, ça reste assez confus. Enfin, vous parliez tout à l'heure de la puissance de mêler l'Internet of Things avec l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des points très importants parce que finalement, dans l'esprit de l'utilisateur, tout ça c'est encore assez confus et on ne voit pas nécessairement toujours ce qu'il y a derrière. Alors c'est vrai que la technologie n'a pas d'importance. Pour autant, nous, dans notre challenge d'aujourd'hui, si on veut pouvoir en utiliser tout le potentiel, il faut qu'on comprenne quand même un peu comment tout ça fonctionne et à quoi ça correspond. Et ça correspond finalement à deux choses. C'est une expérience pour nous d'abord en tant que personne, et puis deuxièmement en tant qu'utilisateur. Et je pense qu'il y a une promesse en tant qu'assureur qui est quand même très intéressante dans toutes ces technologies. C'est en fait la promesse de la personnalisation. C'est-à-dire qu'on est dans un métier qui est basé en fait sur des statistiques souvent, qui est basé sur des grands nombres, qui est basé sur des moyennes. Et en fait, la technologie aujourd'hui, elle nous permet sans doute d'être connus comme personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'humain, parce que finalement, tout humain est très sensible à être reconnu, que ce soit comme un utilisateur ou que ce soit comme un collaborateur. Donc cette technologie, elle est porteuse d'une promesse évidemment énorme pour nous tous, qui est celle de cette promesse de la reconnaissance. Alors évidemment, derrière ça, ça pose un sujet, qui était le dernier sujet qui a été soulevé, qui est celui de l'éthique d'une certaine manière. Parce que évidemment, la personne, elle veut être reconnue, mais elle veut surtout être respectée aussi. Et on voit bien que derrière, il y a toute l'inquiétude dont vous avez parlé, qui est une inquiétude légitime, qui est de dire, mais finalement, est-ce que... alors c'était un sujet de science-fiction hier, et qui peut peut-être devenir réalité aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas la machine qui prend la main sur l'humain. Alors moi, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, et c'est une réponse, c'est que c'est un peu comme le débat sur la bioéthique. Alors c'est des débats compliqués, mais finalement, c'est à nous, citoyens, de savoir prendre en main ce débat. Et je vous invite quand même à regarder les débats qui sont lancés par la CNIL. La CNIL lance depuis hier une consultation qui va se passer sur toute l'année 2017 et qui va en fait être justement dédiée à l'intelligence artificielle et qui nous demande à nous, citoyens, de nous positionner par rapport à ces outils. Et je pense que c'est aussi un moyen de reprendre la main sur la techno. D'abord, nous, de manière très concrète aujourd'hui, dans justement de ce challenge de l'innovation, c'est-à-dire d'être dans la promesse de l'innovation, dans cette promesse d'améliorer notre quotidien, à la fois en tant qu'utilisateur, en tant que collaborateur, et puis dans la promesse vis-à-vis de nos clients de personnalisation. Mais au-delà de ça, c'est aussi à nous de rester maîtres de la techno, de savoir l'utiliser. Et pour ça, il faut mieux la comprendre. Et je pense que le débat d'aujourd'hui, ça a contribué à ça. Donc merci à vous tous de nous avoir permis ça. Merci.